Bonjour à tous et bienvenue sur Montré Restauration. Aujourd'hui sur l'établi, on a un très vieux chronographe, vous pouvez voir, un Lowenthal rattrapante. Je vous expliquerai un petit peu ce que c'est. C'est une montre que j'ai obtenue par un de mes abonnés. Vous voyez, une montre qui n'est pas en super bêta et regardez, il n'y a rien qui fonctionne. Sur le chrono, on voit on a une montre qui tourne. Il nous manque, vous voyez, la tige de remontoir, la couronne. Bon, elle n'est pas en très bonne santé, on va dire, la montre là. Donc, on voit le boîtier est plutôt en bon état. On voit aussi, on a des barres fixes ici pour le bracelet. Donc, ça, on va garder la montre au maximum d'origine, on va dire. Et on va ouvrir cette montre, on va voir le cœur de ce calibre. On le voit, on a un fond ici en acier inoxydable. Bien sûr, on le voit aussi qu'on a un chromage sur le boîtier. Juste pareil, le boîtier, je vais le laisser d'origine. Et regardez ce magnifique chronographe ici. On peut voir plusieurs choses. J'ai mis quelques stories aussi sur mon Instagram. Je ne sais pas si vous suivez mon Instagram, mais vous pouvez vous abonner sur mon Instagram aussi. Vous voyez sur cette montre, c'est quoi ça? Il y a un ressort ici, vous voyez, sur la roue des secondes ici, pour le chrono. C'est assez particulier et vous allez voir, une fois que tout va fonctionner correctement, vous allez voir. Et en fait, ça, c'est la complication de ce qu'on appelle la rattrapante. Vous voyez, on a un ressort d'ailleurs qui est en très mauvais état. On va essayer de réviser tout cela ensemble. Et aussi, regardez, il manque quelque chose ici, là. Il manque la roue des colonnes sur ce calibre-là. Je vous parlerai un petit peu plus du calibre aussi, de la marque. On verra ensemble. Mais il y a pas mal de travail à faire sur cette montre. On voit l'intérieur qui n'est pas en mauvais état hein, pour une montre. Là, cette montre, c'est un calibre qui est sorti, on va dire, 1936, entre 1936 et 1950. On voit, on n'a pas de système de choc ici sur le balancier. Donc, c'est une montre voilà, qui date, on va dire, avant forcément fin des années 40, je pense. Donc, c'est une très vieille montre, c'est une très vieille dame et on va essayer d'en prendre soin. Pourquoi j'ai décidé d'acheter cette montre et que je la trouve forcément pour vous montrer un petit peu une complication un petit peu différente et aussi ce que je trouve vraiment fou sur ce modèle-là en particulier, vous allez voir, je trouve que le cadran, vous voyez le cadran ici est dans un état fantastique pour l'âge. Vous voyez, je trouve le cadran avec une petite patine dessous, mais je ne pense pas que le cadran ait été refait. C'est le cadran d'origine et il est en super bêta, je trouve. Et pour moi, voilà, c'est toujours un petit débat. J'aime pas refaire les cadrans. On peut refaire les cadrans, bien sûr. Euh, mais voilà, c'est toujours pour moi sur une montre vintage. Sur le calibre, on peut refaire beaucoup de choses. Sur le boîtier, sur les aiguilles, on peut refaire beaucoup de choses. Mais le cadran, c'est toujours plus compliqué. Donc forcément, quand on a un modèle ici qui est avec un cadran en parfait état, c'est ce que j'aime. Donc voilà, on va essayer. On a vu, hein, il n'y a rien qui fonctionne sur cette montre, pas grand-chose qui fonctionne sur cette montre. Donc on va essayer de la faire refonctionner correctement. Et d'ailleurs, cette montre, je pense que vous allez voir à la fin, il reste encore quelques petits trucs à travailler dessus, mais c'est une montre qui va être en vente sur mon site internet. Je vous annoncerai sans doute sur Instagram une fois que cette montre sera en vente. Parce que voilà, c'est pas une montre que je veux garder, mais voilà, c'est une montre qui sera, si quelqu'un veut acheter ce genre de montre, ça sera voilà pour quelqu'un qui aime voilà les vieux chronographes avec une complication assez particulière. Mais avant ça, il y a beaucoup de travail à faire. Donc on va démonter d'abord, vous voyez, les aiguilles ici. On va enlever d'abord les aiguilles du centre avec bien sûr sur le chrono la seconde du chrono, ici les heures et l'aiguille des minutes pour le temps. Et on va enlever les petits compteurs, les aiguilles du compteur avec la minute du chrono ici et la seconde, celle-là qui tourne tout le temps pour le temps. Donc voilà, on va mettre ces aiguilles de côté. On va les sécuriser dans cette boîte et on va pouvoir continuer sur le reste du démontage.
Bien sûr, on l'a vu, hein, il y a ce cadran magnifique ici qu'on va détacher du calibre, qu'on va enlever et qu'on va bien sûr préserver au maximum. C'est pareil sur cette montre, vous allez voir le boîtier, le cadran, les aiguilles. J'ai essayé de garder au maximum l'originalité, on va dire la patine de cette montre. Je trouve que voilà, même le boîtier, on va faire un petit nettoyage dessus, on verra. Sur certaines pièces, on va faire un petit nettoyage, mais voilà, on va pas refaire un polissage, on va pas refaire un chromage du boîtier, pareil sur le cadran, pareil sur les aiguilles. On va garder cette montre, voilà l'histoire de cette montre. Et donc là, regardez, deuxième petite pépite, il nous manque une pièce là, autour de la tige de remontoir. Vous voyez sur cette vis, normalement il y a une pièce, on en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, je ne sais pas comment c'est possible d'ailleurs de perdre la pièce ici alors que le cadran est en position, les aiguilles étaient en position. J'ai trouvé voilà une tige de remontoir. J'ai pu remonter ici le mouvement et on voit que le mouvement fonctionne. Donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle que la montre fonctionne dans un premier temps et on va aller voir sur le time grapher comment ça fonctionne. Mais juste pour vous dire, avant cela, que je suis en train de faire ma propre formation. Si vous voulez, comme moi, apprendre sur Internet et travailler sur vos montres, le vendredi 12 septembre, ma formation va sortir en ligne. Je vous mets un lien en haut à droite ici sur ma formation. Vous pouvez vous inscrire et dès que ma formation va sortir, vous aurez des notifications si vous inscrivez. Et voilà, vous allez avoir une formation avec plus de 10 heures de vidéos, là vraiment dans le détail technique, parce que voilà, sur YouTube, on fait ça, c'est un peu le show, je vous montre les montres, vous pouvez apprendre des choses, mais là, on va aller beaucoup plus dans le détail. Il va y avoir aussi une communauté qui va être, où on va pouvoir échanger ensemble. Rien que les gens qui sont abonnés à cette formation avec moi, on va pouvoir, voilà, si vous voulez, vous avez des questions pour travailler sur vos montres, ça va être une formation aussi qui sera évolutive, ça sera une formation qui sera à vie. Et voilà, s'il y a des nouveautés, des nouveaux outils qui vont sortir, la formation sera mise à jour. Donc vous pouvez vous enregistrer et on va dire vendredi prochain, vous aurez la formation qui sera en ligne. Et voilà, on voit ici le résultat sur le time grapher. On a l'angle de levée, la bit error qui est vraiment trop élevé, l'amplitude qui est un petit peu basse, mais qui est pas trop mal, on va dire, pour une montre de cet âge. Donc voilà un petit peu les résultats. On verra ce qu'on peut avoir à la fin sur la restauration complète qu'on va faire sur ce calibre. Ici, dans un premier temps, on va enlever la puissance sur, on va dire, sur le ressort. On va enlever toute la puissance qui est à l'intérieur du barillet. Et on va, parce que voilà, quand on va démonter la montre, ce qu'on veut, c'est de plus avoir de puissance à l'intérieur, parce qu'on peut abîmer les pièces si on démonte un calibre avec de la force à l'intérieur. Donc c'est pour cela, ici, ça a été assez compliqué d'arrêter complètement le mouvement. On va enlever, maintenant qu'on a enlevé ici la puissance sur le ressort, on voit que le calibre continue à tourner un tout petit peu. Il reste un tout petit peu de puissance à l'intérieur. Donc on va finir ça. On va enlever le balancier ici. Forcément, pièce importante qui vient réguler la montre. Pièce aussi très délicate avec le spiral et qu'on ne veut pas abîmer. Donc on va mettre ça de côté. On va enlever ici l'encre. Voilà, on va venir retirer l'encre. On voit qu'il y avait encore un tout petit peu de puissance, vous voyez. Voilà. Et puis maintenant, on va commencer le démontage. On va démonter le chrono dans un premier temps, la complication du chrono. Donc on va enlever, forcément, comme à chaque fois sur les chronos, beaucoup de ressorts. Vous allez voir aussi, je vais remettre toutes les vis. Vous voyez, je remets les vis sur la platine, ici sur les ponts du chrono plutôt. Parce que voilà, chaque vis est un petit peu différente sur un chrono. Donc pour pas, quand on va remonter le chronographe, on va s'assurer que chaque vis est au bon endroit. Et la meilleure des techniques, c'est de les laisser au bon endroit quand on le démonte. Comme ça, quand on va le remonter, on sait où vont les vis.
Donc c'est une petite technique quand vous avez un chrono à démonter. Comme on l'a dit, il y a beaucoup de vis. Et chaque vis, vous allez voir, vous avez des épaulements, vous avez des diamètres différents, des filetages différents. Donc voilà, pour être sûr, on va remettre les vis à chaque fois sur la partie chrono. Donc là, on est en train d'enlever, vous voyez encore le ressort ici sur le marteau. Voilà, du chrono. J'ai enlevé ici la pièce qui va servir pour le bouton poussoir. Je ne l'ai pas dit aussi, c'est un chrono, ce qu'on appelle monopoussoir. Vous allez voir, même si on l'a vu, il y a 2 boutons sur le chrono. Il y a un bouton en haut et un bouton en bas ici de la couronne. Mais c'est c'est un chrono monopoussoir. Un monopoussoir, c'est en fait un chrono qui a les 3 fonctions, c'est-à-dire le départ, l'arrêt et la remise à zéro. Toutes ces informations-là, normalement, sur, on va dire, les chronos modernes ou la plupart des chronos que vous avez 2 boutons. Un bouton pour, en général, départ, arrêt, et le deuxième bouton sert à faire le 0 sur un monopoussoir, c'est-à-dire que les 3 fonctions sont faites sur le même bouton. Donc voilà, le bouton d'en haut ici, qu'on a juste vers 2 heures à peu près sur le chrono, qu'on verra, c'est le monopoussoir, c'est-à-dire que c'est l'unique bouton pour démarrer, arrêter et faire le 0. Le deuxième bouton, qu'on verra une fois que le calibre va fonctionner, ça sera justement le bouton, la rattrapante, c'est-à-dire on veut arrêter temporairement le chrono et dès qu'on va relâcher le bouton, l'aiguille va rattraper le temps pendant la durée, on va dire, de ce qu'on appelle rattraper le temps. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une rattrapante. L'aiguille, vous allez voir, va rattraper et se remettre, on va dire, sur le départ ou l'heure du départ du chrono pour l'aiguille des secondes. Donc voilà un petit peu, la rattrapante, ça sert en fait à mesurer si on veut des intermédiaires. Par exemple, si vous avez une course, souvent c'était sur des courses automobiles à l'époque. Si vous avez une course automobile avec forcément un départ, un arrêt, donc ça, vous avez votre chrono où vous avez le bouton départ, arrêt et la remise à zéro une fois que vous êtes arrêté. Mais là, si vous voulez prendre des intermédiaires et lire, forcément, c'est-à-dire appuyer sur le bouton et lire la position de l'aiguille des secondes, c'est à ça que va servir la rattrapante, c'est-à-dire que vous pouvez arrêter l'aiguille des secondes. Par contre, le chrono, lui, continue à tourner, on va dire, en arrière-plan. Et quand vous allez relâcher le bouton de la rattrapante, l'aiguille des secondes va repartir. En fait, si vous continuez à faire votre tour, par exemple, sur une compétition, on voit ici d'ailleurs le ressort de la rattrapante qui est vraiment déformé. Et si voilà, vous continuez à faire le tour, en fait, le temps lui continue à tourner correctement. Donc c'est un petit peu voilà l'intérêt de ce qu'on appelle ces chronos rattrapantes. C'était des choses à l'époque qui étaient utilisées, comme on l'a dit, dans l'aviation, sur la partie aussi automobile, pour le sport auto surtout. Voilà, si on a des intermédiaires à mesurer, c'était la fonction de ces montres rattrapantes. Donc voilà, on a démonté complètement ici le chrono. Maintenant, je suis en train de regarder les bas, c'est-à-dire les mouvements qu'on peut avoir sur chacun des mobiles ici. On va aussi regarder les bas qu'on peut avoir sur le barillet. Franchement, c'était très propre sur les calibres. Il n'y avait pas beaucoup de jeux, pas beaucoup de débats. Sauf à un endroit, vous allez voir ici, je viens d'enlever la chaussée. Et regardez la roue de centre, regardez les bas qu'on peut avoir, les bas latérales, le jeu ici. Et vous verrez, on va essayer de rattraper ce jeu ici. Comme on l'a dit sur une montre, il faut toujours un petit peu de jeu, mais pas trop, parce que s'il y a trop de jeu, les pièces peuvent se toucher entre elles et ça va détruire la précision de la montre. Parce que les pièces vont se toucher, il va y avoir de la friction. Et voilà, ça va créer des problèmes sur la montre. Donc on va démonter ici les différents ponts. Donc on va démonter le premier. Vous voyez ici qu'il y a avec la roue dessous d'échappement et la roue des secondes. La roue des secondes, vous voyez, où on avait par-dessus
la roue du chrono avec ce ressort, justement ce ressort rattrapante. Voilà, on va démonter maintenant le reste ici du pont, donc le reste autour du barillet et les derniers mobiles qui vont rester sur la montre. Voilà, là on est sur quelque chose, on va dire, d'assez classique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je ne sais pas si vous connaissez ce calibre. Là, ça ressemble à un calibre, un Valjoux 22, qui est le mouvement, mais qui n'est pas ce mouvement-là. Mais la base de ce mouvement, c'est le Valjoux 22, un chronographe extrêmement connu, voilà, qui a été produit pendant nombreuses années. C'est des chronographes, voilà, qui ont été utilisés, par exemple, chez Rolex, chez les chronos Rolex, chez les chronos Patek de l'époque, voilà, qui était sur la base d'un Valjoux 22. Et là, on est sur un Valjoux 84. Donc, comme on l'a dit, c'est un Valjoux 22 qui a été modifié pour cette complication, cette en plus, qui est la rattrapante. Donc voilà, là, on est sur un Valjoux 84, un chronographe qui est quand même assez rare, hein, un calibre qui est assez rare. Vous allez sur Internet, si vous tapez les Valjoux 84, vous n'en trouverez pas beaucoup. Déjà, rien que des Valjoux 22, à l'époque, forcément, les montres n'étaient pas produites en quantité astronomique, mais voilà, le Valjoux 84 était vraiment quelque chose. On dit, rattrapante, c'est pas tout le monde qui allait utiliser cette complication, mais voilà, c'est un calibre assez rare et je trouve très beau. Et en plus, voilà, sur la base d'un Valjoux 22, qui est un calibre vraiment fantastique. Là, il nous reste voilà les dernières pièces à démonter. Ici, on le voit, on a le rubis du balancier, donc sans système de choc, bien sûr, vu l'âge de cette montre. Il nous reste des pièces à démonter ici, comme la roue des couronnes, qui se situe sous le pont ici du barillet. Donc, on va démonter ces pièces. Et vous voyez, hein, sur l'établi, ça commence à faire pas mal de pièces. Hein, forcément, sur une chrono, il y a beaucoup plus de pièces que sur une montre, on va dire, 3 aiguilles simples. C'est forcément une des complications où il y a beaucoup de pièces, un chrono. Forcément, en plus, voilà, il peut y avoir des chronos, on va dire, plus compliqués, hein, avec, comme on l'a dit, avec, par exemple, ici, une rattrapante qui va rajouter quelques pièces supplémentaires. Voilà, on va enlever les dernières pièces. On va aussi démonter ici, vous voyez, le barillet. On va voir le ressort. Et là, on est sur un très vieux ressort. Alors, je ne sais pas si c'est le ressort d'origine, mais ce ressort-là, il n'a pas été changé depuis très très très. Et là, regardez, petite erreur de rookie. Ça m'arrive encore de temps en temps, hein. D'ailleurs, si vous travaillez sur les montres, ça arrive. Alors, ça arrive rarement, mais voilà, c'est l'erreur. Là, c'est vrai que c'est des ressorts sur ceux-là, là, ces vieux ressorts. Ils sont super, super, super forts. Et il m'a sauté des mains. Bien sûr, bon, j'ai pas perdu les pièces, hein, ou j'ai pas eu de problème avec cette montre sur le vol, entre guillemets, parce que là, les pièces sont parties voler dans les quatre coins de ma pièce. Mais voilà, je les ai trouvées rapidement. Mais c'est des choses qui arrivent encore, vous voyez, même en travaillant sur les montres. C'est des petites erreurs qui peuvent arriver de temps en temps. Donc voilà. Vous vous souvenez, il y avait du jeu ici. Il y avait trop de jeux sur la roue de centre. Donc là, on est en train de fermer le trou ici au centre. Vous voyez, j'utilise mon outil ici pour fermer le trou. Vous voyez, là, le trou a été trop fermé, ce qui est tout à fait normal. Et ici, je vais utiliser une broche pour réouvrir très légèrement le trou jusqu'à ce qu'on ait le diamètre qui soit de nouveau parfait. Voilà. De nouveau, on a encore un petit peu là, on avait le diamètre qui était encore un petit peu trop petit. Et là, on va voilà, remettre ici la pièce. Parfait.
On va refaire un polissage aussi, justement. On veut que tous ces points de pivot, là, on fait sur la roue de centre. On va le faire à d'autres endroits. J'utilise ici un petit outil qui s'appelle de Leaf-Flex. Et je viens polir, voilà, parce que comme on a dit, hein, l'ennemi dans une montre, c'est la friction. On veut réduire au minimum la friction. Et là, vous voyez, sur la roue de centre, ici, c'est tout aussi les points de pivot au niveau du barillet. Donc, on est en train de polir, vous voyez, ces petits points. S'il y a des micro-rayures, voilà, pour que toutes les micro-rayures aient disparu. Et après, bien sûr, pendant le remontage, on va remettre de l'huile, mais avoir une surface parfaitement lisse va réduire la friction au minimum, c'est le but. Donc voilà, et là maintenant on va faire un petit pré-nettoyage comme on fait souvent hein, sur les montres. Ici on va nettoyer les plus grosses pièces. On va faire un petit pré-nettoyage pour enlever tout le plus gros des impuretés, des graisses, des huiles séchées qu'il peut y avoir sur les pièces. Voilà, on va juste avec un petit pinceau ici faire un premier pré-nettoyage. Et bien sûr, après, hein, comme on le fait à chaque fois, on va nettoyer ça sur une machine professionnelle pour avoir les pièces le plus propre possible. On va bien sûr, après le pré-nettoyage, on va sécher. Vous voyez, avec mon petit stylet ici, avec de l'air compressé, on va nettoyer, plutôt sécher les pièces. On va remettre bien sûr le balancier, hein, comme on fait à chaque fois, le laisser sur la platine, qui est l'endroit le plus sûr pour pas endommager le balancier avec surtout le spiral qui est ultra fragile, pour pas l'abîmer pendant le nettoyage, parce que là on va la mettre dans la machine qui va tourner avec des rotations avec des vitesses assez importantes. Donc on ne veut pas abîmer justement le spiral ou le balancier. Donc voilà, on va le mettre sur la platine. On va passer, on va prendre les pièces comme à chaque fois. Hein. Vous voyez, il y a pas mal de pièces qu'on va garder en famille. Vous avez la pièce avec tout ce qui est autour du barillet. Vous avez la pièce pour tout ce qui est de mise à l'heure et du remontage de la montre. Toutes les pièces. Là, vous voyez, vous avez les pièces pour l'encre. On va garder ça par famille. Comme ça sera aussi beaucoup plus simple pour remonter le calibre. Voilà, on va mettre ça dans ces petits paniers et ça va passer dans notre machine à nettoyer. Juste pour vous dire aussi pendant le nettoyage, je ne sais pas si vous êtes encore abonné à la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, ça va aider ma chaîne. Aussi, cliquez sur le petit pouce bleu si vous aimez la vidéo. Ça va aider à promouvoir ma chaîne, promouvoir la passion horlogère que j'essaie de vous passer. Voilà, plus on a de passionnés de l'horlogerie, mieux c'est sur la chaîne. Donc vous pouvez vous abonner, cliquer sur le petit pouce bleu. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche. J'essaie de mettre une vidéo à peu près toutes les 2 semaines sur ma chaîne. Donc dès que je mettrai une nouvelle vidéo, vous aurez une notification sur YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner. J'ai aussi, notamment, je mets pas mal de choses sur Instagram. J'ai dans le lien aussi de la description de la vidéo, vous avez mon Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram. Et comme on l'a dit, il y a aussi ma formation qui arrive très bientôt. Donc n'hésitez pas à aller voir ma formation, à vous mettre, à vous enregistrer. Et dès que ma formation sera sortie, à vous enregistrer à ma formation. Et vous allez voir, vous allez pouvoir travailler sur votre montre avec un contenu vraiment très complet sur la formation. Ici, avec un petit peu de One Dip, là, je fais un petit nettoyage, vous voyez, parce que j'ai pas voulu mettre ici la roue, la rattrapante dans la machine. J'avais peur d'abîmer le spiral ici. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un petit nettoyage à la main sur cette pièce. On a aussi toutes les pièces ici, vous voyez, du boîtier avec les boutons poussoirs qu'on va mettre ici dans cette petite poche ici qu'on va utiliser pour le nettoyage aux ultrasons. Et comme je l'ai dit, on va juste faire un petit nettoyage aux ultrasons sur cette montre. Et voilà, je ne vais pas faire de polissage, quoi que ce soit. Je veux garder cette montre dans son jus.
Là, on va juste faire un nettoyage comme je fais à chaque fois, hein. La base, c'est de faire un nettoyage aux ultrasons sur toutes les pièces en métal, que ce soit le boîtier ou un bracelet, si c'est un bracelet en métal. Donc voilà, on fait un petit nettoyage ici aux ultrasons. Et maintenant, on va pouvoir attaquer le remontage de cette montre. J'ai décidé de mettre un tout nouveau ressort, voilà ici, parce qu'on a vu, hein, c'était un ressort même si il était plutôt en bon état, mais voilà, je préfère passer sur, on va dire, un ressort moderne qui donnera peut-être un petit peu plus de réserve et un peu plus de puissance que ce qu'on avait sur le vieux ressort. On va remettre ici l'arbre du barillet, qui était assez compliqué à mettre en place sur l'arbre du barillet ici. Donc voilà, on va remettre ça. Voilà, j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois pour remettre ici l'arbre du barillet sur ce ressort qui est, voilà, on avait la boucle qui était un poil trop fermée forcément, même si c'était un ressort qui était fait pour un Valjoux 22, comme on l'a dit, hein, qui était le calibre ici de cette montre. Donc voilà, maintenant que c'est en position, on va pouvoir fermer ici le barillet. On va utiliser mon outil Orotech. Je vous parlerai aussi des outils un petit peu plus tard. Donc mon outil pour fermer ici le barillet. Parfait. On va vérifier là, forcément à chaque fois, on va vérifier les bas, vérifier si tout est bien réglé sur le barillet. On va venir huiler aussi les points de pivot ici du barillet. Voilà. Et là, maintenant, on va démonter le balancier. Forcément, c'est un balancier sans système de choc. Donc, pour nettoyer, si on doit finir de nettoyer, si c'est pas propre, et surtout huiler le rubis du balancier, on doit démonter le balancier, vous voyez, pour avoir accès à deux petites vis qui se situent sous le coq ici du balancier. Voilà, donc après qu'on a l'habitude, franchement, c'est pas compliqué de démonter ces balanciers pour avoir, quand on a des balanciers sans système de choc. Donc là, voilà, on va démonter la dernière vis. Et là, on aura accès, vous voyez, aux rubis, voir si on doit les renettoyer, parce que là, ils ont déjà été nettoyés dans la machine. Mais s'il faut faire un nettoyage supplémentaire, et ensuite aussi, comme je fais à chaque fois sur ces pièces-là, on va faire un petit traitement épilame qui va aider la tenue, si on veut de l'huile et de la graisse qu'on va mettre sur ces pièces. Donc on a vu sur l'encre et l'échappement, et aussi sur les rubis du balancier, les rubis forcément des deux côtés. On va sécher ces pièces qu'on a plongées ici dans cette bouteille spéciale pour l'épilame. Parfait. On va enlever l'épilame ici des points de pivot que vous avez sur l'échappement et l'encre, forcément sur les deux côtés, hein, les deux pivots. Et puis on va remonter maintenant ici le rubis avec la raqueterie qui va dessus. Parce que forcément, moi j'ai un huileur automatique, et sur ces rubis, on va dire sans choc, c'est beaucoup plus simple de huiler ça avec un huileur automatique. Vous pouvez aussi le faire avec un huileur manuel, avec un pic huile plutôt manuel. Voilà, on va venir mettre les deux vis en position, et avec mon huileur automatique, on va venir mettre une goutte d'huile au centre ici. Voilà. On va remonter forcément le reste ici du balancier qui est plutôt, on voit, hein, le spiral en très bon état. Donc, j'ai rien eu à faire sur le balancier, et ça c'est toujours une bonne nouvelle, parce que ouais, vous travaillez sur
un spiral de balancier, voilà, c'est pas le plus c'est pas le plus intéressant à faire et ça demande énormément de concentration et de patience. On va remettre ici maintenant le rubis côté cadran du balancier et puis on va remettre avec l'huileur automatique la même technique. On va venir mettre, vous voyez, une goutte ici d'huile, parfait. On va remettre le balancier en position, juste on va faire une petite vérification, voir si le balancier fonctionne correctement. On va remettre la vis, le maintenir en position. Et là, ce qu'on va juste regarder, c'est on va regarder justement qu'il n'y ait plus de friction sur le balancier, qu'il oscille librement et que le ressort aussi n'est pas déformé, qu'il est parfaitement plat. Donc là, voilà, c'est ce qu'on va regarder ici. Vous voyez, avec le soufflet ici, on a juste soufflé un tout petit peu d'air pour faire une oscillation ici. On voit que ça ne s'arrête pas, il n'y a pas de friction, ça va s'arrêter, mais très 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 lentement. Ici, on voit que le spiral était pas plat parfaitement, donc on va juste dévisser ici sur le porte-piton et on va appuyer sur le piton pour remettre le spiral à une hauteur parfaite. Voilà, pour que le spiral travaille dans le même plan. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir continuer sur le reste. Vous vous souvenez, il y avait des pièces qui étaient sous le pont du barillet qu'on va remonter. Et là, bien sûr, vous allez me voir utiliser beaucoup d'huile et de graisse sur ces pièces. Forcément, c'est le but de ce service, c'est de nettoyer les pièces et de remettre forcément toutes les pièces qui ont des problèmes aussi, de régler les problèmes. Mais s'il n'y a pas de problème sur une montre, la base, c'est de faire un nettoyage et de re-huiler, graisser le calibre pour qu'il puisse tourner correctement. Donc là, voilà, on va remettre ici la roue des couronnes. Voilà, qu'on va venir maintenir ici avec les deux vis. Parfait. Et juste pour vous dire un petit peu sur cette montre aussi, donc là on va continuer à remonter le reste du calibre. Vous avez vu, c'est la marque au tout début qui était marquée sur le cadran, Lowenthal. Lowenthal, c'était une marque en fait qui travaillait avec Bovet. C'est une marque aussi très connue qui voilà travaillait énormément sur les chronographes et qui ont vraiment de très 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 belles montres, voilà, de très vieux chronographes. Donc cette Lowenthal, voilà, c'était une marque pareille, comme on l'a dit, c'est comme une Bovet qui travaillait avec Bovet. Et sur ce calibre, en fait, avec Bovet, ils ont créé ce fameux calibre 84 de chez Valjoux. Donc ils sont partis sur un Valjoux 22, comme on l'a dit, qui était le calibre de base. Et c'est vrai que Bovet a fait énormément d'innovations à l'époque. On le voit d'ailleurs, il y a un brevet qui est posé sur ce mouvement, a fait énormément d'innovations sur ses chronographes. Et voilà, c'est des montres aujourd'hui qui ont un petit peu de valeur parce que voilà, ils ont une historique. C'est des montres qui sont quand même assez rares, comme on l'a dit. Et donc voilà, on est sur ce calibre 84 qui a été, voilà, que vous trouvez, je pense, pratiquement que sur les montres Bovet et les autres marques comme Lowenthal ici, qui travaillaient qui faisaient partie voilà, du groupe Bovet. Mais voilà, c'est des calibres fantastiques, je trouve, extrêmement solides. Je ne sais pas si vous avez vu aussi, mais voilà, vous allez voir côté cadran, sur ce mouvement-là, vous allez voir qu'on va huiler ici les pivots. Il y a d'ailleurs, sur certaines roues, sur certains mobiles plutôt, il y a certains pivots où il n'y a pas de rubis. Donc ça, c'est un petit peu dommage, parce que forcément, métal contre métal, c'est pas le but. Et c'est pour ça aussi, vous allez voir à la fin, on n'a pas une amplitude
comme on peut avoir hein, sur les montres forcément si on a des montres. Donc là, j'aurais pu aussi hein, modifier s'il faut la platine pour ouvrir le trou et mettre un rubis à la place. Mais voilà, j'ai précédé, comme j'ai dit au début, j'ai préféré laisser la montre dans un état d'origine le plus important possible. Vous voyez là d'ailleurs, on les voit en haut, les deux petits points de pivot ici qui sont sans rubis. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que c'est vrai que d'ailleurs, on a les rubis ici de l'autre côté, côté balancier, sur ces roues-là, on a un rubis côté balancier. Forcément, la gravité fait que souvent, on a le cadran qui est vers le haut, les mobiles ici, ou le point bas ici, est sur le côté balancier. Donc forcément, c'est plus de ce côté-là qu'on a de la friction, parce que la gravité fait que quand on a une montre qui est cadran vers le haut, c'est, on va dire, une position qui est le plus important. Mais voilà, c'est quelque chose. Ouais, c'est dommage, mais voilà, comme je l'ai dit, je ne voulais pas modifier cette partie-là de la montre. Ok, on continue ici le remontage. On va remonter toutes les pièces ici côté cadran, hein, le système de mise à l'heure et de remontage aussi. On avait la pièce, bien sûr. Vous vous souvenez, au tout début, on avait une pièce qui manquait, que j'ai trouvée. Pour un Valjoux 22, on avait aussi forcément hein, la roue de colonne sur le chrono, on le verra tout à l'heure, qui était manquante, que j'ai réussi à trouver. Et en plus, c'était compliqué parce que c'était une colonne. C'est une colonne spécifique au Valjoux 84. C'est pas la même colonne que sur le Valjoux 22 ou les autres Valjoux de cette famille. C'est une roue à colonne particulière pour le 84 que j'ai trouvé. Vous allez voir, qui était un super bêta d'ailleurs, hein, qui était NOS, et je pense qui était neuve de stock. Et je pense qu'en effet, elle était neuve de stock. Donc voilà, on va remettre ici les pièces avec le ressort, vous voyez, qui est maintenu ici par une vis. Ressort forcément très fort ici sur la bascule. Voilà, qui vient s'appuyer sur la tirette. Justement, c'est la pièce qui nous manquait, hein, la tirette. C'est pour cela qu'aussi on n'arrivait pas à régler l'heure et que la tige de remontoir n'était pas maintenue sans la tirette. Là, on remet la chaussée. Remettre ici l'aiguille, pas l'aiguille, plutôt la roue des minutes. On va remettre ici un pont par-dessus qui va venir garder en position toutes les roues là. Voilà. Et il va nous laisser après, il va nous rester une dernière pièce qui est justement le ressort après de tirette, la pièce qui manquait pour armer justement la tirette, pour nous donner les deux positions, hein, les positions de remontage quand on va tourner la couronne et quand on va tirer sur la tige de remontoir, la position pour régler l'heure. Donc voilà, on vient armer ce ressort ici. Parfait. On va vérifier si tout fonctionne après le graissage ici. Voilà. Parfait. Maintenant, on a un système complet qui fonctionne ici. Donc, on est bien. On va huiler aussi les points de pivot. Donc ici, du barillet. On va faire ça sur tous les points ici des différents mobiles. Utiliser forcément différentes huiles, des huiles avec plus ou moins de viscosité. On va faire vous voyez, avec un pic huile et mon huilier là. Et on va faire la même chose de l'autre côté.
On va remettre voilà, sur chacun des pivots, des points, des rubis ici. Remettre une toute petite goutte. On va remettre ici l'encre en position. On va réaligner bien sûr le pont par-dessus, toujours faire attention avec l'encre. Le point de pivot, avant que vous mettez la vis, s'assurer que, voilà, que c'est bien aligné. Sinon, vous allez tordre ici l'axe de l'encre. Et vous voyez justement sur ce mouvement, il n'y a pas d'indication Valjoux 84 ou Valjoux 22. On ne voit rien, il n'y a pas vraiment de marque. Alors voilà, je sais que c'était des calibres qui avaient été faits et notamment qui avaient été démarrés en prototype. Voilà, c'est celui-là en effet, il n'a pas du tout été marqué sur le mouvement. Ça peut arriver, voilà, dans certains calibres de l'époque où il peut y avoir des calibres qui ne sont pas marqués. Parfait. Donc là, on va remettre ici. Voilà, le balancier en position. Et là, on a une montre qui tourne de nouveau. Ça, c'est toujours une bonne nouvelle d'avoir une montre qui fonctionne après un démontage et un remontage. Mais on voit ici, le bit error est vraiment trop élevé. Et forcément, on n'a pas ici, on n'a pas le porte Python est fixe sur le coq, il n'est pas réglable. Donc, ce qu'on va faire, on va dévisser, vous voyez ici, la vis. Et on va venir de nouveau démonter le balancier. Et on va avoir accès ici à ce qu'on appelle la virole dessous. La virole qui est attachée, elle, à l'axe du balancier et aux spirales. Donc vous voyez, c'est cette pièce au centre, là, qu'on va prendre. Et là, ici, avec un outil, vous pouvez le faire aussi avec un tournevis. Vous voyez, je vais venir tourner très légèrement. Vous voyez, on va positionner le piton ici pour ajuster l'angle de levée. Donc voilà, ça doit être fait souvent en plusieurs fois. Ça peut arriver que voilà, on fasse un premier mouvement et que ça tombe parfait. Moi, ce que j'essaye d'avoir, c'est d'avoir un angle de levée en dessous de 1 milliseconde. Donc là, vous voyez, je suis juste en dessous. Donc voilà, on est plutôt pas trop mal pour un réglage d'angle de levée sur quelque chose qui est ajusté manuellement sur la montre. Donc là, forcément, là, je vous ai montré une fois, hein, mais c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois sur la montre pour avoir un résultat correct. Et voilà la fameuse roue des colonnes ici qui était manquante sur le chrono. Et forcément, c'est la pièce, on l'a vu, hein, le chrono, sans ça, un chrono, il fait rien du tout. Hein. C'est le cerveau du chrono, c'est cette pièce-là qui va permettre d'arrêter, de démarrer, d'arrêter et de faire le zéro. C'est cette pièce-là, voilà, qui va donner l'information, qui est un peu la pièce qui va orchestrer, si on veut, ces différentes fonctions du chronographe. Donc voilà, c'est cette pièce. Vous voyez, comme je l'ai dit, celle-là, elle est vraiment en super bêta. Et comme on l'a dit, c'est une roue à colonne spécifique au Valjoux 84. Là, on a des pièces ici, pareil, qui sont des pièces spécifiques pour le système de rattrapante. Donc ça, c'est une pièce qui va venir arrêter l'aiguille des minutes. On a ici, là, on repart il y a énormément de pièces qui sont quand même communes au Valjoux 22. Et bien sûr, vous reconnaissez si vous avez vu d'autres vidéos sur d'autres chronographes. Par exemple, si vous avez des Landeron, par exemple un Landeron 48, même si c'est un chrono à cam et pas à colonne, vous avez énormément de pièces qui sont voilà, similaires de ce qu'on peut avoir dans les chronographes de l'époque avec voilà, embrayage horizontal. Donc là, on va remettre, comme on l'a dit, hein,
J'avais remis toutes les vis. Vous voyez, il y a encore beaucoup de vis sur le pont ici. Donc à chaque fois, j'enlève la vis, je mets la pièce et je remets la vis pour être sûr de ne pas changer et de ne pas mettre les mauvaises vis au mauvais endroit sur la partie chronographe. Là, on remet le mobile ici des minutes pour le chronographe. Vous voyez, avec la cam en forme de cœur dessus. Ça, c'est le mobile du chronographe pour les secondes. Voilà, qui vient au centre. On va huiler les cams ici. Cam forcément pour les minutes et après pour le chrono. Voilà, on vient remettre ici le pont par-dessus. Parfait. Je vais remettre la vis pour venir verrouiller ici ce pont sur les deux mobiles du chrono. Et on va continuer le reste du chronographe. On va commencer ici par le ressort, ici qui sert le ressort pour la colonne. Voilà qu'on va remettre en position. On va graisser là énormément de pièces parce que voilà, on veut que l'action, si on veut, sur ces pièces soit le plus fluide possible. Donc on va faire ça sur énormément de pièces ici du chrono. Ici, on a le frein qui vient arrêter le chrono. Pour ici, alors le frein, il a deux fonctions. La première fonction va être sur un chrono classique pour faire départ-arrêt. Mais aussi, il va venir arrêter pour la rattrapante. Voilà, on va mettre ici maintenant, ça va être le ressort justement pour le frein qu'on vient de mettre en position. Voilà, on va venir verrouiller maintenant le ressort. Et ensuite ici, on avait les pièces dessous, là vous avez vu. Il y avait ça aussi, c'est pareil, c'est une pièce spécifique pour la rattrapante. Ça, c'est la pièce qui va être directement connectée avec le bouton qui va servir le bouton pour la fonction rattrapante. Voilà qu'on va venir mettre en place. Ensuite, vous allez voir, on va mettre un ressort. Voilà, qui va venir armer justement cette pièce ici. Parfait. On va venir mettre ici le marteau. Là, c'est le ressort d'abord dans un premier temps, le ressort pour le marteau. Le marteau, c'est la pièce qui va venir faire la remise à zéro du chronographe, qui va venir taper. Vous allez avoir deux bras ici plats qui vont venir chacun taper contre la cam en forme de cœur ici du mobile des minutes et des secondes du chronographe. Et à chaque fois qui va venir sur la partie plate de cette cam en forme de cœur, ça sera le départ ou le zéro si on veut du chronographe. Ça sera la remise à zéro, cette position-là du chronographe. Pareil, on va venir huiler parce que voilà, c'est vraiment important sur les cams et sur le marteau ici d'avoir une remise à zéro le plus fluide possible et qu'il n'y ait pas de friction pour que quand vous faites un zéro, que vous vous retrouvez avec la même position à chaque fois. Donc forcément sur un chrono, c'est à 12 heures. Le zéro ici pour l'aiguille des secondes, vous vous retrouvez à chaque fois parfaitement à la même position. Et là, on va mettre cette pièce ici, vous voyez,
qui vient connecter le bouton poussoir ici à la roue des colonnes, comme on l'a dit, un peu au cerveau qui manquait au tout début de cette montre. Donc voilà, et là on va venir armer aussi, vous voyez, pareil, la fin ici de ces pièces. Voilà, on a les derniers ici. On va huiler aussi, pareil, pour que tout soit le plus souple possible. Et on va vérifier, voilà, vous voyez, le fonctionnement avec la colonne qui fait son job et qui donne l'information. Vous voyez, départ, arrêt, 0. Voilà, on a tout le fonctionnement. J'ai passé un petit peu aussi l'étape où je retravaille sur le spiral de la rattrapante parce que c'était vraiment un très très gros travail. Donc là c'est pareil, j'ai remonté aussi l'embrayage et la partie rattrapante. Je l'ai oublié de le faire en vidéo. Donc là on va continuer ici sur le reste de la montre. Vous voyez là on a toute la partie chrono qui a été remontée. On va remettre ici le cadran. Et ce que j'aime bien sur ces chronos, c'est pour remettre les aiguilles, d'abord remettre le cadran et le calibre dans le boîtier avec les boutons poussoirs. Je trouve que c'est beaucoup plus simple parce que forcément sur ces chronos, on doit de toute manière ouvrir l'avant du côté cadran le chrono pour avoir accès aux aiguilles et sortir le calibre par l'avant. Donc là, voilà, je préfère mettre, on va dire, le calibre et le cadran ici dans son boîtier, remettre aussi les boutons poussoirs, verrouiller tout en position. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple après pour mettre les aiguilles en position une fois que voilà, que tout sera dans le boîtier. Et justement, on va remettre les aiguilles ici. À remettre l'aiguille des heures dans un premier temps, qu'on va venir presser en position. Vous voyez, il y a un petit peu de poussière, mais vous allez voir ça, on va enlever tout ça avec un petit peu de Rodico pour voilà, que ce soit le plus parfait possible sur cette montre. On va aussi mettre l'aiguille des minutes. On va venir presser en position. Voilà. Et on va remettre ici l'aiguille des secondes. Ça, c'est l'aiguille des secondes qui tourne, mais tout le temps, ce n'est pas l'aiguille des secondes du chrono. Donc voilà, ça c'est l'aiguille ici à 9 heures. Parfait. Qu'on va de nouveau nettoyer un tout petit peu avec de la Rodico ici. Comme on l'a dit, le cadran, j'ai rien touché. Je voulais garder les aiguilles aussi parfait dans un état d'origine le plus possible. Comme on voit, le boîtier, c'est pareil. On voit qu'il manque un petit peu de chrome sur le boîtier. Il n'est pas en mauvais état. Mais voilà, j'ai préféré essayer de garder un petit peu l'histoire ici de cette montre. Donc voilà, ici on met l'aiguille des minutes du chrono. Et ensuite on va mettre l'aiguille des heures. Et aussi, juste pour vous dire, sur l'outillage, je travaille avec Maison Vénus et aussi beaucoup avec Orotech. Je vous mets un lien dans la description de chez Maison Vénus. C'est mon fournisseur d'outils, de consommables. Voilà, tout ce que j'achète ces jeux. Vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ouvre souvent des colis, voilà, avec des choses que si vous allez sur mon Instagram, vous allez voir la qualité des emballages et du service de Maison Vénus. Forcément, vous pouvez y aller à 100% les yeux fermés pour commander tout ce qui est pour l'horlogerie chez Maison Vénus sans problème. Donc je vous mets le lien dans la description de Maison Vénus et aussi si vous allez voir. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des questions, allez aussi sur mon Instagram. Je vous réponds le plus rapidement possible. Si vous avez des questions sur les outils, quoi que ce soit, si vous avez des questions aussi, par exemple avec les outils Orotech,
Je vous mets le lien dans la description, mais n'hésitez pas à poser les questions si vous avez quoi que ce soit. Voilà, j'ai aussi poli le cristal et regardez cette montre. Waouh, elle est quand même très belle. Hein. Elle est quand même très belle. Il reste, et ici c'est là où, voilà, j'ai pas réussi à trouver la bonne couronne. Donc là, je suis en train je vais tailler, on va dire, si on veut, on va couper la tige de remontoir qui est beaucoup trop longue. Mais j'ai pas réussi à trouver la bonne couronne qui va avec le tube. Donc là, il y en a une qui est en commande, mais voilà, je vais rester sur la vidéo. C'est pour ça que je vous ai dit, la montre, elle n'est pas finie à 100% encore. Elle sera pas encore en vente de suite. Mais voilà, là, je remets cette couronne pour l'exemple de la vidéo. Mais ce ne sera pas la couronne définitive sur la montre. Voilà, parce qu'elle est trop courte ici par rapport au tube. Donc là, on va verrouiller ici la tige de remontoir. Voilà, et que je finirai d'ajuster avec la nouvelle couronne. On va refermer maintenant ici cette montre. Et vous avez vu aussi, j'ai gardé les barres ici fixes sur le boîtier. Donc forcément, on doit utiliser un bracelet spécifique ici avec une fermeture spécifique. Vous voyez ici, pour ces barres fixes ici. Donc je viens fermer, vous voyez, ce bracelet. Et là, je vais utiliser un bracelet, regardez, différent un petit peu sur la montre. On va vérifier un petit peu plus tard le fonctionnement et aussi comment la montre fonctionne ici sur le Time Grapher. Je vous montrerai ça un petit peu plus en détail. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail sur cette montre. Voilà, qui fonctionne très bien. Et juste pour vous dire aussi, avant de vous montrer le résultat final de cette montre, que j'ai mon propre site internet. Si vous voulez aussi aller sur mon site, il y a beaucoup d'informations. Ce que je fais aussi sur les révisions. Si vous voulez me contacter aussi sur mon site internet, si vous voulez m'envoyer votre montre pour une révision, pour une restauration, n'hésitez pas. J'ai aussi un calculateur de devis. Voilà un petit peu là, c'est tout ce que je peux faire aussi en termes de polissage avec le lapidaire, le laser. Vous allez voir, j'ai une nouvelle machine qui arrive. Voilà, on va voir beaucoup de nouvelles vidéos. Il y a des montres aussi qui sont à vendre, comme il y a la montre là qui sera bientôt à vendre, hein, cette Lowenthal. Il y a aussi la formation. Si vous allez aller aussi, vous avez le lien sur ma formation, le lien aussi sur mes réseaux sociaux, sur mon site internet. Comme je vous l'ai dit, il y a mon devis en ligne. Vous pouvez avoir une estimation de combien va vous coûter un service sur une montre, voilà. Et il y a aussi tous les événements qui sont en cours. J'essaie de mettre à jour avec les nouvelles choses qui arrivent sur moi. Et bien sûr, vous pouvez aussi me contacter sur mon site internet si vous voulez m'envoyer votre montre. Donc, n'hésitez pas. Et voilà la montre un petit peu. Donc là, on est sur un monopoussoir. Vous voyez le bouton du haut, départ, arrêt, remise à zéro. Tout est en haut sur le monopoussoir. Donc, vous voyez là, je démarre la montre. Et ensuite, sur la rattrapante, imaginez que là, vous démarrez sur un temps. Je reste appuyé sur le bouton du bas et vous voyez, l'aiguille des secondes s'arrête. Et dès que je vais relâcher, vous allez voir le bouton du bas, regardez, l'aiguille des secondes a rattrapé le temps du départ. Donc, voilà à quoi sert une montre rattrapante. Et vous voyez, là, ici, je vous refais un deuxième exemple. Vous voyez, si j'appuie ici, il faut maintenir ce deuxième bouton qui va arrêter temporairement la rattrapante. On peut arrêter maximum 60 secondes. Au bout de 60 secondes, le chrono va s'arrêter. Donc, on peut avoir une rattrapante maximum de 60 secondes. Donc, ici, vous voyez, par exemple, vous avez un temps intermédiaire à marquer. Voilà, vous avez marqué votre temps. Et une fois que vous avez marqué votre temps, ou que vous avez montré à quelqu'un, mais voilà, il a fait le premier split en 20 secondes ici. Le temps derrière, le chrono continue à travailler. Et voilà, dès que vous allez relâcher, ça va continuer. Donc là, votre voiture continue à tourner. Et par exemple, si la fin du tour, là, vous allez arrêter le chrono en haut et vous allez faire de nouveau la remise à zéro sur le monopoussoir. Là, on voit l'aiguille des minutes qui a sauté aussi. Et là, voilà, on a le monopoussoir. Donc, tout
le départ, l'arrêt et le zéro se refait que sur un bouton. Le deuxième bouton est simplement la rattrapante. Donc voilà un petit peu la complication, comment ça fonctionne, à quoi ça sert sur ces montres. Donc c'est quelque chose voilà, de très particulier sur les montres. Et voilà le résultat, on le voit, le bit error est devenu très bon, l'amplitude en aux alentours des 250, l'amplitude va un petit peu monter forcément une fois que les huiles et que le calibre se sera mis en position après 48 heures, l'amplitude va un petit peu monter. Comme on l'a dit, c'est une vieille montre, on n'est pas sur une amplitude de 280, mais je la trouve magnifique. Regardez sur ce bracelet, montre qui sera à vendre très bientôt, donc j'espère que vous avez aimé cette restauration et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!